La coopération Côte d'Ivoire-Liban se renforce. Le président libanais est depuis hier à Abidjan. Il a présidé un forum d'hommes d'affaires ivoiro-libanais avant de s'entretenir aujourd'hui avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il préfère rouler au gaz qu'avec l'essence. Des chauffeurs de taxis communaux à Boaké estiment que le gaz est plus économique. Il y a exactement 2 ans, débutait en Syrie le soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad. Bilan des affrontements entre les rebelles et le régime, 70 000 morts selon l'ONU. Ajoutez à ce sommaire la page sportive et ce sera tout à l'heure avec Cathy Touré. Nous parlerons notamment de la candidature de la Côte d'Ivoire aux Jeux de la francophonie de 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1. Oui, je vous le disais, la coopération Côte d'Ivoire-Liban se renforce. Le président libanais est donc depuis hier à Abidjan. Il a présidé hier un forum d'hommes d'affaires ivoiro-libanais avant de s'entretenir aujourd'hui avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Mais avant, nous allons revenir sur cette cérémonie où le président libanais a reçu officiellement les clés de la ville d'Abidjan et c'était fait par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. Revenons sur cet élément avec Alvarassa. Après la réception de la clé du district d'Abidjan, le président du Liban, le général Michel Sleiman, a été fait chef traditionnel à Tchon et ensuite élevé au rang de citoyen d'honneur. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, a soutenu que cette visite est historique et cela est la preuve de la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Parlant de la communauté libanaise, Robert Begré-Mombé a dit au président Michel Sleiman que ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire contribuent au développement du pays avec la création de commerce et l'implantation d'unités industrielles. Pour lui, les Libanais sont, après les Français, les deuxièmes grands investisseurs en Côte d'Ivoire, où ils sont près de 100 000 et ils apportent plus de 300 milliards de taxes dans l'économie ivoirienne. Je tiens à saluer la part importante de vos compatriotes dans l'économie ivoirienne qui avoisine près de 40% et qui touche tous les secteurs d'activité et qui crée plus de 300 000 emplois pour lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire. Pour le président du Liban, cette visite va consolider les relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban avec les échanges d'expertise dans plusieurs domaines d'activité. Si nos deux pays sont fermement engagés sur la voie de la coopération politique, économique et culturelle, la coopération entre nos villes respectives devrait pouvoir être également encouragée sur le plan bilatéral, de même que dans le cadre de l'Association internationale des maires francophones et le jumelage entre Beyrouth et Abidjan. Je pense tout particulièrement aux échanges d'expertise et la coopération en matière de tourisme, d'environnement, de conservation du patrimoine, d'agriculture, d'aménagement du territoire, d'éducation et de santé, conscient de tous les défis qui restent à relever. Pour terminer, il a salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara, du gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens qui sont au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et après la remise de ces clés, le président libanais a présidé le forum économique entre des hommes d'affaires ivoiriens et libanais, une initiative du Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire afin de renforcer la coopération économique entre les deux pays. On fait le point avec Noël Niagno. Renforcer les relations économiques Côte d'Ivoire-Liban. Pour cet objectif, encadre la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Les opérateurs économiques ivoiriens, dirigés par le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Les Libanais regroupés au sein de la Chambre de commerce des Libanais en Côte d'Ivoire. En face, le président de la République libanaise, sa délégation et les autorités ivoiriennes. 3 interventions ont rythmé cette rencontre. La première, celle du directeur général du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Il a relevé les potentialités et les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire aux investisseurs.
Le président de la communauté d'opérateurs économiques libanais a de prime abord rappelé le processus d'installation de cette communauté en Côte d'Ivoire. Elle est à sa 3e génération avant de situer la place de cette communauté dans l'économie ivoirienne. Actuellement, la communauté libanaise établie en Côte d'Ivoire avoisine les 100 000 personnes. Cette communauté occupe une place importante dans l'économie nationale, environ 40% de l'économie nationale ivoirienne. Quand intervient le président libanais, c'est pour souligner l'excellence de l'accueil du peuple ivoirien et des bonnes relations du Liban avec la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs indiqué les soubresauts des relations économiques mondiales et les dispositions prises pour surmonter cette crise. Après quoi, il a fait l'état des lieux de l'économie libanaise. Les Libanais, hors du Liban, sont une composante essentielle directe de son économie. Mais ils sont également un facteur de richesse indirect en raison de tout le réservoir de compétences et de relations que recèle leur ensemble et qui constitue un espace de possibilités unique, susceptible de garantir à l'économie libanaise, comme ils l'ont fait dans leur pays d'adoption, de vastes perspectives. Une visite des stands a permis au président du Liban de toucher du doigt un aspect du potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Et la rencontre qui vient de se tenir entre les deux chefs d'État, libanais et ivoiriens, s'est soldée par un communiqué final. On retient l'un des points forts, c'est la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, fermée depuis 1988 pour cause d'insécurité. On y reviendra dans notre édition de ce soir. C'est le 15 mars aujourd'hui. Le monde entier célèbre la journée des droits des consommateurs. Thème retenu pour cette édition, la justice pour les consommateurs. C'est maintenant. Le ministre ivoirien du Commerce, des PME et de l'Artisanat se prononce sur cette journée. Un code de la consommation sera bientôt adopté, nous dit Lassina Ouattara. Du ministre au citoyen lambda, tout le monde est consommateur. Dans un environnement commercial qui change sans cesse, le consommateur peut cependant se retrouver dans une situation de faiblesse. Résultat, baisse du pouvoir d'achat et généralisation de la pauvreté. Il importe donc de réagir et de mettre le consommateur dans une posture d'égalité face à celui qui offre ses produits et services. C'est tout le sens de la Journée internationale des droits des consommateurs visant à dresser le bilan et renforcer la protection de ces derniers. En Côte d'Ivoire, un cadre réglementaire se met en place. Le consommateur ivoirien va se voir doté d'un ensemble de dispositifs réglementaires et législatifs qui va le protéger et l'informer. Il y a en cours de rédaction le Code de la consommation qui sera articulé autour d'une loi de protection et d'information du consommateur. Nous avons également la remise en place de la Commission de la concurrence qui va veiller à ce que la concurrence soit libre et exercée sans contrainte en Côte d'Ivoire, lutter contre les abus de position dominante, lutter contre l'établissement de monopoles et tout cela dans le but de protéger le consommateur ivoirien. Pour la protection des droits des consommateurs qui sont entre autres le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à la représentation et le droit au choix, les mesures déjà prises sont encourageantes. Elles portent sur le respect des prix de vente des produits homologués comme le gaz butane, la fluidité du système de distribution de produits vivriers, la lutte contre le racket et la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. Les regards étaient tournés hier vers les malades du rein. Une journée de lutte contre l'insuffisance rénale a été célébrée. En Côte d'Ivoire, c'est la commune d'Abobo qui a accueilli la célébration de cette 4e édition. L'accent a été mis sur la sensibilisation et le dépistage contre la maladie. Le reportage d'Honorina Ngori. 500 personnes en sont dialysées par an à Abidjan. Contre au centre de néphrologie du CHU de Yopougon, il reçoit 600 malades du rein par an, selon les statistiques de la Société ivoirienne de néphrologie. À cette 4e édition de la Journée internationale de lutte contre l'insuffisance rénale, dont la cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune d'Abobo, l'accent a été mis sur la sensibilisation et le dépistage gratuit. Les populations se réjouissent de ce travail de proximité des spécialistes. On est venu vraiment pour le rein parce qu'on est malade, on ne sait pas.
Il faut qu'on vienne vérifier. Je suis malade sur le rein. J'entends qu'il y a des docteurs qui vont venir vérifier ceux qui ont mal le rein. C'est pourquoi je suis venu ce matin. On dit d'aller uriner, je suis allé uriner. Le résultat n'est pas encore donné. Comment éviter l'insuffisance rénale? Il faut être à jour de ces vaccins, dont la fièvre jaune et la fièvre typhoïde, et faire attention à son alimentation. Il faut se faire vacciner et les femmes enceintes doivent se faire suivre également correctement. Il n'y a pas de vaccin contre l'insuffisance rénale, mais il y a des vaccins contre des infections. Ce sont ces infections qui peuvent à la longue donner l'insuffisance rénale. La journée mondiale du rein vise à attirer l'attention de la population, des politiques ainsi que les professionnels de santé sur l'insuffisance rénale et ses complications. On passe à présent à cette nouvelle qui devrait réjouir les prisonniers en fin de détention. Une ferme pénitentiaire vient d'être créée. Celle-ci va leur permettre d'apprendre les métiers de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif est de faciliter ainsi leur réintégration dans la société après la prison. Lassina Ouattara, reportage. La ferme agro-pastorale de Saliakro, près de Dembokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, tiendra sur près de 400 hectares. Cette ferme est spécifique, elle a été conçue pour les détenus. L'idée est d'en faire une zone de détention à ciel ouvert, premier du genre en Côte d'Ivoire, destinée à faciliter la réinsertion des prisonniers. Le ministre de la Justice, après le lancement des travaux en décembre dernier, est allé s'assurer du bon déroulement des réhabilitations. Sanctionner pour sanctionner, ça n'a pas de sens. Donc une prison doit être un chemin pour revenir à une meilleure vie, en tout cas pour ne pas reprendre ce qui nous aurait conduit en prison. Or, apprendre un métier et être en bon état de santé, parce que les conditions de prison, on mange mieux, on est plus à l'aise, ce sont des choses qui devraient naturellement être des préoccupations majeures du gouvernement, et c'est pourquoi nous venons ici pour le magnifier, pour le témoigner et souligner cet engagement. Ce projet a été conçu avec le soutien des populations locales qui ont accepté de céder une partie de leurs terres pour cette ferme pénitentiaire. À la fin des travaux prévus pour mai, ce sont près de 300 prisonniers en fin de peine qui devraient être envoyés à Saliakro. Ils y apprendront les métiers de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif est de produire pour la prison, assurant ainsi de meilleures conditions de vie aux détenus et vendre une partie de la production au niveau local. En bref, le procès du commandant Abbaye Jean-Noël, l'ex-patron de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Agban, s'ouvre le mercredi 3 avril prochain. L'annonce a été faite hier après-midi par le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame. La première école primaire de Gagnoa se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation, un état que n'apprécient pas du tout les populations de la localité. Eugène Atoubé s'est rendu dans cet établissement qui croule aujourd'hui sous le poids de l'âge. Ce panneau est-il le moyen de sensibilisation approprié pour les conducteurs? Affiché simplement, sans une politique de proximité, il serait difficile de produire les effets escomptés. Cela s'est vérifié. Ce taxi communal est parti en fumée samedi dernier sur le boulevard Reine-Pokou à Bouaké. Le conducteur n'a pu retirer que son permis de conduire. Le chauffeur est sorti, les passagers se sont échappés. Comme il a vu que c'était du gaz, donc lui aussi s'est échappé. Son conducteur utilisait du gaz butane à la place du carburant car 2 fois plus économique. À Bouaké, 80% des taxis communaux en font de même. Leur seul but, c'est faire de l'argent au mépris de la sécurité des clients. Les passagers, eux, ignorent ce qui est dans le coffre, une bouteille de gaz qui peut exploser à tout moment. Les voitures ne sont pas adaptées à ça. C'est des véhicules qui sont construits pour utiliser du carburant d'hydrocarbures. Tu utilises à la place du gaz qui est très inflammable. Et dès que la voiture chauffe, et dès qu'il y a une fuite quelque part, évidemment, la voiture prend feu. La loi 92 sur les produits hydrocarbures interdit formellement l'utilisation du gaz butane comme carburant. Mais son application pose problème sur le terrain. En attendant, des mesures idoines, la direction régionale des mines de Bouaké sensibilise. Nous n'avons pas les moyens d'être tous les jours sur les routes, aussi bien la population que les autorités, les élus, les ONG. Nous les appelons au secours, nous leur demandons de nous aider à sensibiliser la population. Le gaz est très inflammable et il suffit qu'il y ait une fuite quelque part, une petite fuite où que ce soit, pour qu'il
il y a l'incendie et quand cet incendie survient, même l'eau n'arrive pas à éteindre. Dans toutes les grandes villes du pays, des voitures personnelles et des taxis utilisent le gaz. Mais comment ces véhicules passent-ils et réussissent-ils leur visite technique? Faut-il attendre des drames pour que les autorités réagissent? Et ce reportage était signé Kwadio Kwame concernant donc l'utilisation du gaz butane par les chauffeurs des taxis communaux à Bouaké. On en reparle dans cette édition, l'élection avant-hier du pape François, une élection qui a suscité de nombreuses réactions dans le monde comme en Côte d'Ivoire. Je vous propose les réactions des fidèles de Bouaké. L'Argentin Jorge Mario Bergoglio, âgé de 76 ans, a été élu pape mercredi soir. Il prend le nom de François. Il s'agit du premier pape provenant du continent américain. C'est le premier jésuite devenu pape. Il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde, a déclaré le pape François dans ses premiers mots au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il a invité les fidèles à emprunter le chemin de la fraternité, de l'amour et de l'évangélisation avant de poursuivre en ces termes. Priez pour moi et donnez-moi votre bénédiction. À Bouaké, les responsables et fidèles de l'Église catholique saluent l'élection du nouveau souverain pontife. Un pape qui est ouvert, qui va à la rencontre de tout le monde, des pauvres. Ils ont même dit que c'est le pape des pauvres. On pense que pour l'Église, ça sera bien parce que la mission essentielle de l'Église, c'est de faire la charité. On a besoin que l'Église nous encourage dans notre marche avec le Christ. Il faut qu'il lave le costume chrétien et qu'on sache que vraiment le pape qui est venu là, il est venu pour l'humanité. Rappelons que cette élection met un point final aux 4 semaines inédites et mouvementées depuis l'annonce surprise le 11 février dernier par Benoît XVI de sa renonciation à l'âge de 85 ans. Une première en 7 siècles depuis celle du pape moine Célestin V. Le nouveau pape se retrouve à la tête d'une église confrontée à de grandes difficultés. Laïcisation massive dans les pays de tradition chrétienne, scandale de pédophilie et de corruption, mauvaise gouvernance et difficultés d'adaptation aux cultures locales, rapports tendus avec l'islam austère et contestations diverses. Le reportage de Ouattara Madou Walter était commenté par Diarasuba Larsen. Au Mali, les journalistes ont décidé de lever aujourd'hui leur mot d'ordre nommé Opération Presse Morte, déclenchée mardi après la remise à la police de l'un des leurs arrêtés par les services de renseignement. Boukari Daou, directeur du quotidien Le Républicain, arrêté le 6 mars à Bamako, a été transféré à la brigade d'investigation judiciaire. Il avait été arrêté après la publication d'une lettre ouverte aux soldats combattant au nord et protestant contre les avantages accordés au capitaine Sanogo, le chef des ex-putschistes. Il y a exactement 2 ans, débutait en Syrie le soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad. Bilan des affrontements entre les rebelles et le régime, 70 000 morts selon l'ONU. Par ailleurs, la France demande la levée de l'embargo et affirme avec Londres de livrer des armes aux rebelles. La musique peut jouer un rôle important dans la promotion de la tolérance en milieu scolaire. C'est la position de certains artistes ivoiriens comme Orenchi et David Otaïro qui viennent d'initier le programme Espère mon pote. Ils ont sillonné des établissements scolaires, suivant l'étape du lycée professionnel de Yopougon avec Patricia Omoitia. Promouvoir la tolérance en milieu scolaire à travers la musique, c'est exprimer autrement les valeurs universelles de paix et de tolérance. Nous avons été vraiment sidérés lorsque nous avons fait un sondage pour voir le niveau de tolérance. Dans une école primaire, nous avons vu que la situation est très grave. Parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas parler à tel groupe d'ethniques, ainsi de suite. Pour l'expert en musique, l'éducation artistique est indispensable à chaque élève pour enrichir sa culture personnelle en complément des enseignements. À travers la musique, on lance des messages qui sont censés toucher ceux qui écoutent. Et donc c'est pour ça que nous écrivons des textes souvent qui partent en faveur de l'apaisement, qui touchent l'âme. Nous sommes là pour démontrer qu'avec la musique, on peut atteindre certains objectifs parce que c'est un moyen de communication qui est très efficace. La pratique de la tolérance par les arts en milieu scolaire
reste le moyen le plus direct d'enseigner les valeurs sociales, indique la directrice du lycée. Ici, concrètement, nous n'avons pas d'élèves qui se battent tout le temps. Mais on a des petits cas de démêlés entre les enfants. Ça se règle au niveau du personnel d'encadrement. Au thème de la conférence, les élèves se sont dit satisfaits. Déjà, il y a des groupes musicaux ici et en les apprenant comment la musique peut contribuer à cette tolérance dans le milieu scolaire, en tout cas, nous on dirait que c'est bienvenu. Le programme Orange pour la tolérance est un programme de tolérance du gouvernement américain et soutenu par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Place au sport maintenant et c'est avec Cathy Touré. Bonjour Cathy. Bonjour Marion. Voilà, la Côte d'Ivoire est candidate aux Jeux de la francophonie de 2017. Quelles sont nos chances? Alors, je pense que la Côte d'Ivoire a ses chances, tout comme le Tchad, qui est aussi le concurrent, bien sûr, d'Abidjan, qui veut cette francophonie. Lors du premier tour qui s'est déroulé donc en février dernier du côté de Nice, eh bien, la Côte d'Ivoire a dévancé au point le Tchad. Et cette fois-ci, ce sera donc le résultat final qui sera donné cet après-midi. Bien sûr, la Côte d'Ivoire part avec des chances et nous pensons vivement que ces Jeux seront attribués à Abidjan et ce sera en 2017 et comme je le disais, le résultat final se donnera cet après-midi. Mais pour l'instant, un résumé de cette candidature ivoirienne en images. Avant la décision finale attendue dans l'après-midi du vendredi 15 mars, avec ses 817 points contre 714 sur 1000, la Côte d'Ivoire dévance le Tchad dans la compétition pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie prévus en 2017. La note des experts tient compte d'une part du dossier de candidature rédigé par chaque pays en fonction du cahier de charges de l'organisation et d'autre part des installations d'accueil offertes par le candidat. Abidjan est donc sur la bonne voie pour s'offrir la prochaine édition de cet événement qui allie culture et sport pour témoigner de la solidarité francophone entre plus de 3000 athlètes et artistes venus du monde entier. Des compétitions sportives et des concours culturels en épreuves individuelles et collectives. Les Ivoiriens pourront en attendant s'inspirer de la 7e édition organisée par la ville de Nice en France du 6 au 15 septembre prochain. Les Jeux de la francophonie, c'est tous les 4 ans en alternance dans un pays du Nord et un pays du Sud. Si elle est retenue, la Côte d'Ivoire sera le 5e pays du Sud, après Maroc 89, Madagascar 97, Niger 2005 et Liban 2009. Voilà, une délégation ivoirienne composée des ministres Maurice Bandama de la Culture et Alain Lobognon des Sports, ainsi que le conseiller sport du président de la République, Mamadou Touré, sont donc à Paris en ce moment où les résultats seront rendus publics au siège de l'Organisation internationale de la francophonie sur le coup de 16h GMT. Cathy Touré, il y a aussi des clubs ivoiriens qui vont participer à une compétition africaine. Quels sont ces clubs? Alors nous avons donc le CEWE, la FAD et la SEC Mimosa. Et là, nous parlons de football. Mais avant les coupes africaines, permettez-moi de vous dire qu'on connaît désormais les oppositions des quarts de finale de la Ligue européenne des champions avec les oppositions Paris Saint-Germain-Barcelone, Real Madrid-Galatasaray, Bayern Munich, Juventus de Turin et puis Malaga-Dortmund. Et pour revenir aux affaires africaines, bien sûr, le CEWE Sport de San Pedro, la FAD et la SEC Mimosa seront sollicités ce week-end pour la Ligue des Champions et aussi pour la Coupe de la Confédération. À Abidjan, 2 clubs reçoivent dans le cadre de la 17e Ligue des Champions à l'étape des 16e de finale, samedi au stade Robert Champrou de Marcory. C'est le CEWE qui reçoit Al Hilal du Soudan. Le CEWE qui était devant la presse. Le résumé est de Oda Legbe et Daniel Kwebikwalo. En l'absence de Toto Nobile, Firmin Kofi, coach adjoint de CEWE, donne l'assurance de la présence de son effectif. Les Portugais ont tenu à le dire au cours d'une conférence de presse animée au siège de la Fédération ivoirienne de football. Le CEWE techniquement est prêt, comme vous le dites. Dans l'imprimerie, on avait quelques joueurs blessés, mais par la grâce de Dieu, ils ont commencé à revenir. Et presque tout le monde ce matin a repris les entraînements. Du côté des joueurs, c'est la même assurance. César Yoboué, capitaine du CEWE, et son vice-capitaine Gilles Lacpo sont plus que motivés et espèrent le démontrer
ce week-end. Al-Ahly du Soudan est donc averti. Les Portugais, dans la sérénité, comptent confirmer une nouvelle victoire face aux Soudanais après un succès sur les Mimosas. Alors Cathy, à côté du Sowe Sport, il y a aussi la FAD qui participe à cette compétition. Bien sûr, c'est la FAD, le deuxième club ivoirien qui prend part donc à la Ligue des Champions. Et la FAD reçoit le Coton Sport de Garoua du Cameroun. Ce sera pour dimanche 17 mars à 15h30 au stade Robert Champeau de Marcory. Les académiciens, eux aussi, étaient face à la presse. On retrouve le duo Aude Alegbe, Daniel Kobikwalo. Lionel Sokoya, l'entraîneur de Djekanou, est inquiet. Quelques jours avant de croiser le fer avec le Coton Sport de Garoua, dans le cadre de la Ligue des Champions, 8 de ses joueurs, dont 6 titulaires, sont blessés. Je suis un peu inquiet pour le match de dimanche, mais c'était à prévoir. J'avais prévenu ça déjà au déplacement de Sierra Leone en disant attention, si le match de Korogo n'est pas reporté, attention. Et je ne me suis pas trop trompé, malheureusement. Voilà un petit peu l'état des troupes. Marquer des buts et ne pas en prendre, telles sont les garanties de Okuzawi et de Clovis Taourou face à une équipe expérimentée du Coton Sport de Garoua. Tout le monde parle de la fatigue et tout, mais c'est le métier que nous avons choisi. Et aussi pour pouvoir atteindre le haut niveau, bon, ça passe de là, quoi. Donc directement, je vous dis maintenant que nous serons prêts le jour J. On est conscient de ce qui nous attend. On sait que les Camerounais, ce n'est pas une petite équipe. On est prêts dans la tête, nous sommes prêts à affronter le match. Lionel Sokoya a précisé que les blessés ne sont pas du tout déclarés forfaits. Le staff médical fera tout pour récupérer le maximum de joueurs. Troisième club en compétition africaine, c'est l'ASEC Mimosas qui sera quant à elle au Burkina Faso pour le compte des 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération face au RC Kadiogo. Ce sera pour dimanche à 15h30 au stade municipal de Ouagadougou. Il n'y aura donc pas de championnat national jusqu'au 30 mars, puisqu'après ces coupes africaines, eh bien, le 23 mars, les éléphants de Côte d'Ivoire seront eux sollicités ici à Abidjan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire rencontrera la Gambie. Ce sera au stade Houphouët-Boigny. Merci. Merci beaucoup Cathy. On se retrouve vendredi prochain. Oui. Avant de nous séparer, on retient que le président libanais, vous le savez, est depuis hier en Côte d'Ivoire. Il vient de s'entretenir avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Une rencontre qui s'est soldée par un communiqué final. Et on retient l'un des points essentiels de ce communiqué, c'est la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, fermée donc depuis 1988 pour cause d'insécurité. On reviendra dans les détails sur cet élément dans notre édition de ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis.